ils disent que la karma est une vraie œuvre d'art. Il s'avère qu'elle est aussi une cambrioleuse qui a obtenu une clé de mon mari pendant que j'étais dans le coma. La première chose qui m'a frappée, même avant l'odeur d'encens de bois de santal qui a essayé d'étouffer mes poumons encore en convalescence, fut le silence absolu, 3 mois de machine bipante, de murmures d'hôpital discret et de la pulsation sourde de mon propre corps brisé. Maintenant juste le calme étrange de ce qui était autrefois mon Penthouse. Mon appartement de luxe au centre-ville de Seattle, celui que Julien et moi avions méticuleusement conçu, rayonnait maintenant une ambiance qui criait retraite spirituelle plutôt que le domicile d'un avocat pénaliste de haut vol. Et soyons clairs, mon idée d'une retraite spirituelle implique un expresso fort et une pile de dossiers juridiques, pas le genre de sorcellerie New Age qui mijotait en mon absence. Je suis Vivian Holloway, 39 ans. Et si vous avez jamais eu le malheur d'avoir besoin d'un avocat pénaliste à Seattle, vous avez probablement entendu mon nom. Je démantèle des affaires avec la précision d'un neurochirurgien et le sarcasme d'un animateur de talk-show nocturne. J'ai tout vu. Des clients désespérés, des flics corrompus et des maris qui jurent qu'ils ne faisaient que se tenir la main avec la stripteaseuse. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à entrer dans ma propre maison et à la trouver redécorée par une femme qui croyait apparemment en l'alignement des chakras et en des choix de décoration intérieure discutables. Mon accident, un charmant petit rendez-vous avec un semi-remorque débridé sur l'I5 m'avait laissé dans le coma. 3 mois, un clin d'œil dans le grand schéma de l'univers, mais apparemment assez de temps pour que mon mari, Julien, 42 ans, un développeur de logiciels dont la gamme émotionnelle culminait à une légère contrariété, décide que je prenais simplement de longues vacances. Des vacances qu'il pensait clairement être l'occasion parfaite pour améliorer sa vie personnelle. « Vivian, tu es sûre de vouloir rentrer directement à la maison ?» demanda Chloé, mon assistante toujours aussi efficace, sa voix empreinte d'inquiétude alors qu'elle m'aidait à sortir de la voiture. Chloé, que Dieu la bénisse, avait été mon roc. Elle avait navigué dans la bureaucratie hospitalière, empêché mon cabinet d'imploser et avait probablement empêché Julien de vendre ma précieuse collection de textes juridiques de première édition sur eBay. Nous pouvons aller dans un hôtel juste pour ce soir. Pour y revenir doucement. J'ai juste secoué la tête, un léger tremblement persistant encore dans mes membres. Non, Chloé. Je dois le voir. Je dois affronter quoi que ce soit. J'avais déjà vu les posts Instagram. Chloé, toujours la détective, m'avait discrètement montré le fil de Betty. Bethany, 28 ans, une influenceuse lifestyle avec un sourire aussi faux que ses recettes de smoothie bio, avait documenté son parcours de gratitude depuis mon salon, mon tapis persan, mes étagères construites sur mesure, même mon bar vintage préféré. Le tout réaménagé comme toile de fond pour ses moments de pleine conscience et ses tutoriels de détox numérique. L'audace était presque admirable. Presque. La police, que Dieu bénisse leur cœur procédurier, avait été moins qu'utile. Madame, il n'y a aucun signe d'effraction, avait déclaré l'agent, d'une voix plate, après que j'avais appelé le 911 dans un brouillard de confusion et d'indignation. Si elle a une clé, c'est une affaire civile. Une affaire civile ? Toute ma vie avait été transformée en une affaire civile pendant que je me battais pour ma vie réelle. J'ai une clé pour l'enfer, agent, j'ai murmuré sous mon souffle. Et ils vont la rencontrer. Julien, mon mari depuis 12 ans, avait toujours été un homme de logique, pas d'émotion. Il avait méticuleusement suivi nos finances, optimisé notre système de maison intelligente, et avait probablement un tableur pour nos cadeaux d'anniversaire. Mais apparemment, sa définition de prendre soin de tout pendant que j'étais inconsciente incluait de donner une clé de rechange à sa nouvelle consultante en bien-être. Bethany n'était pas juste une aventure passagère. C'était un remplacement à part entière qui se promenait dans ma vie. Littéralement. Alors que j'absorbais la scène, une vague de nausée, pas due à mes blessures, mais à un pur dégoût, m'a envahi. Mes chers livres de droit, ceux que j'avais collectionnés depuis la faculté de droit, avaient disparu. À leur place une pile de livres d'auto-assistance avec des titres comme Libère ton zen intérieur et Le pouvoir des affirmations positives. J'avais envie de rire, mais le son qui s'est échappé était plus un halètement étranglé. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un acte d'appropriation culturelle contre mon âme même. Chloé, ai-je dit, ma voix dangereusement calme.
As-tu remarqué autre chose qui manque? Chloé, qui avait méticuleusement scanné la pièce, ses yeux se plissant à la vue d'une grille de cristal sur ma table basse, a hoché lentement la tête. Ton tourne-disque vintage a disparu. Vivian. Et est-ce un kit de brassage de kombucha dans la cuisine? Un kit de brassage de kombucha? Dans ma cuisine? La même cuisine où j'avais autrefois organisé une fête qui s'était terminée par un juge de la Cour suprême faisant du karaoké. Ce n'était pas juste une insulte. C'était une déclaration de guerre. Mais le véritable coup de poignard n'était pas l'encens ni le kombucha. C'était la découverte que Julien n'avait pas seulement profité de mon état végétatif, ses mots, pas les miens. Et oh, ces mots allaient le hanter, pour installer sa maîtresse. Il avait essayé de me déclarer légalement incapable, pour assumer le contrôle total de nos actifs, y compris ma participation dans le cabinet d'avocats que j'avais bâti de toutes pièces. Bethany n'était pas juste la maîtresse. Elle était sa complice, aidant à dresser le portrait de moi comme étant irrémédiablement instable avant même l'accident. Ils essayaient de m'effacer légalement et personnellement. Il a essayé de quoi? Murmura Chloé, son visage pâlissant alors que je lui transmettais les détails que j'avais rassemblés à partir de conversations chuchotées avec mes médecins et d'un rapide coup d'œil illicite à mon dossier médical. Les médecins, que Dieu bénisse leurs serments hippocratiques, avaient été vagues, mais les implications juridiques étaient parfaitement claires pour moi. Julien essayait de faire un coup rapide, un coup très rapide et très illégal. Mon esprit, encore en train de se remettre du traumatisme, s'est soudainement aiguisé. Le brouillard s'est levé, remplacé par une fureur froide et claire. Il ne s'agissait pas seulement d'un mari infidèle. Il s'agissait d'une tentative calculée de voler mon identité, ma carrière, mon avenir tout entier. Et il pensait que j'étais trop brisée pour me défendre. Chloé, ai-je dit, un sourire lent et prédateur s'étendant sur mon visage. Annule tous mes rendez-vous de rétablissement pour les prochaines semaines. Libère mon emploi du temps, et trouve-moi tout ce que tu peux sur les finances de Julien, les récentes transactions de son entreprise, et chaque poste de média social que Bethany a jamais fait. Chaque unique. Chloé, voyant le feu dans mes yeux, hocha la tête. Un éclat assorti apparaissant dans les siens. Considérez que c'est fait, Vivian. Quel est le plan? Le plan, Chloé, ai-je répondu, en me dirigeant vers la fenêtre surplombant la ligne d'horizon scintillante de Seattle, c'est de transformer la vie de Julien en un incendie de décharge juridique et la carrière d'influenceuse de Betty en un mème qui la hantera pour l'éternité. Il pensait que j'étais hors du jeu. Mais la reine du crime de Seattle vient de se réveiller, et la première chose que je vais faire est de mettre l'un d'eux en prison et l'autre sur la liste des personnes les plus recherchées d'Internet pour fraude. Ce n'est pas juste un divorce. C'est une prise de contrôle hostile, et je vais tout prendre. La question n'était pas de savoir s'il paierait, mais à quel point spectaculairement je les ferais s'écraser et brûler. Julien avait toujours aimé ces métriques. Eh bien, j'allais lui en donner de nouvelles. Les métriques de sa chute totale. Et Bethany, elle allait apprendre que la gratitude ne paie pas les factures quand on est confronté à un procès en diffamation. Quel genre de fou essaie de voler à un avocat pénaliste? Un fou très fou. Et j'allais leur donner une leçon sur les conséquences que même une gourou du bien-être ne pourrait pas méditer. Le spectacle était sur le point de commencer, et j'avais le rôle principal. L'odeur de bois de santal, un rappel entêtant de la présence indésirable de Betty, flottait encore dans l'air. Mais maintenant, elle alimentait une énergie différente en moi. Pas la fatigue fragile d'une survivante du coma, mais la résolution froide et calculatrice d'un prédateur. Julien et Bethany avaient confondu ma vulnérabilité avec la faiblesse, mon rétablissement avec l'incapacité. Ils allaient apprendre qu'une lionne blessée est bien plus dangereuse qu'une lionne simplement endormie. Mes blessures avaient peut-être ralenti mon corps, mais elles avaient aiguisé mon esprit en une arme. Alors, Chloé, ai-je commencé. Le lendemain matin, ma voix était vive malgré les douleurs fantômes persistantes. Parlons stratégie. Le coup de Julien pour me déclarer légalement incapable. Ce n'est pas juste une rupture de confiance conjugale. C'est un cas d'école de fraude financière tentée et d'abus sur personnes âgées, même si je n'ai que 39 ans. Le système juridique a tendance à mal voir les époux qui tentent de s'emparer des biens d'un partenaire en coma. C'est un coup audacieux,
je lui accorde cela, mais absolument stupide quand il est joué contre quelqu'un qui écrit littéralement le livre sur les échappatoires juridiques. Chloé, déjà à mon îlot de cuisine, l'avait transformé en quartier général de guerre. Des ordinateurs portables bourdonnaient, des documents étaient empilés proprement, et un tableau blanc affichait une toile d'araignée de noms et de dates. C'était une merveille, anticipant mes besoins avant même que je les formule. J'ai commencé à examiner les registres de l'entreprise de Julian, le développement de logiciels, n'est-ce pas? Beaucoup de contrats, de propriété intellectuelle, de potentiel pour une comptabilité créative, ses yeux scintillaient d'une compréhension partagée des arts sombres de la finance d'entreprise. Exactement, ai-je affirmé, prenant une gorgée du café noir fort que Chloé avait préparé, un antidote bienvenu au thé aux herbes de Betty. Et Bethany. Sa marque de bien-être est construite sur une image. Une image, je le soupçonne, aussi soigneusement construite et aussi creuse qu'un bol de méditation bon marché. Nous devons disséquer cette image. Chaque post sponsorisé, chaque moment authentique, chaque témoignage. Nous recherchons les incohérences, les exagérations, et tout ce qui sent vaguement la publicité mensongère, ou mieux encore, la fraude pure et simple. Les jours suivants ont été un tourbillon de concentration intense. Mon Penthouse, autrefois un sanctuaire, est devenu mon centre de commandement. J'ai bougé avec un but renouvelé. Les exercices de physiothérapie que je devais faire, remplacés par des exercices mentaux, disséquant les statuts juridiques et élaborant des arguments. Mon corps guérissait peut-être, mais mon esprit effectuait déjà des frappes chirurgicales complexes. Vivian, regarde ça, s'est exclamé Chloé un après-midi, son doigt survolant une feuille de calcul. L'entreprise de Julian, Synapse Innovation, a effectué une série de transferts importants vers un compte offshore aux îles Caïmans il y a 2 mois. Coïncidence, à peu près à la même époque où il a commencé à pousser pour votre audience d'incapacitation. Un sourire froid a touché mes lèvres. La coïncidence est un mot pour les gens qui ne comprennent pas les schémas, Chloé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une piste de miettes. Il essayait de cacher des actifs, sachant qu'un divorce serait compliqué. Il pensait que je ne me réveillerais pas, ou si je le faisais, que je serais trop désorientée pour m'en rendre compte. Il a sous-estimé mon obstination, et sa propre cupidité prévisible. Nous avons approfondi. Le Instagram de Betty, un défilement apparemment infini de selfies ensoleillés et de citations inspirantes, a commencé à révéler ses fissures. Elle se dit nutritionniste holistique certifiée, a souligné Chloé. Mais sa certification provient d'un cours en ligne qui coûte $99 et ne nécessite aucune connaissance médicale préalable. Et ses photos de retraite exclusives, elles proviennent toutes de parcs publics et de propriétés Airbnb louées, pas du sanctuaire privé qu'elle annonce. Et le sanctuaire pour lequel elle était si reconnaissante, ai-je ajouté, désignant une photo de Bethany faisant une pose de yoga sur mon tapis de salon. Ce serait mon appartement, que je vous assure n'a jamais été destiné à servir de toile de fond à des conseils de santé discutables. L'humour de la situation était acide. Un rire amer jaillissant de la simple audace de tout cela. Julian, l'homme qui suivait méticuleusement chaque centime, était tombé pour une femme qui vendait essentiellement de l'huile de serpent depuis mon salon. L'ironie était un poison délicieux. Le suspense s'est intensifié avec chaque nouvelle découverte. L'image soigneusement construite de Julian en tant que magnate de la technologie s'effondrait sous le poids de transactions financières suspectes. La marque authentique de Betty se révélait être un château de cartes construit sur une esthétique empruntée et des affirmations douteuses. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que c'était moi qui orchestrerais la collision. Nous devons relier Bethany directement aux transactions financières de Julian, ai-je instruit, faisant les 100 pas dans mon salon, maintenant dépouillé du désordre de pleine conscience de Betty. Chloé, avec une grande satisfaction, avait emballé chaque cristal, chaque bâton d'encens et chaque livre d'auto-assistance, les déposant dans un bac de charité. Si elle a été complice dans la dissimulation d'actifs, même indirectement, cela l'élève de simple maîtresse à co-conspiratrice. Et c'est là, ma chère, que le vrai plaisir commence. Nous l'avons trouvé. Une série de gros paiements inexpliqués du compte offshore de Julian à une société écran enregistrée sous le nom d'un parent éloigné de Betty. Les paiements étaient déguisés en frais de conseil pour des stratégies de marketing numérique.
Les dates correspondaient parfaitement aux tentatives de Julien de me déclarer incapable. C'était une arme fumante enveloppée dans un ruban de tromperie. Il me payait non seulement pour sa compagnie, ai-je murmuré. Une réalisation glaçante se faisait jour, mais pour sa participation active à son complot. Elle n'utilisait pas seulement mon appartement. Elle était payée pour l'aider à me voler ma vie. Ce n'est pas juste de la trahison. C'est une entreprise criminelle. Mon équipe juridique, un groupe redoutable d'esprits affûtés de mon cabinet, a été mise au courant. Liés par un secret absolu. Leur choc initial s'est rapidement transformé en une détermination farouche à m'aider à démanteler Julien et Bethany. Ils connaissaient ma réputation et ils savaient que lorsque Vivian Holloway décidait de faire la guerre, il n'y avait pas de survivants. Vivian, les papiers du divorce sont rédigés, m'a informé mon associé principal, Marcus, sa voix sombre. Ils sont complets. Nous allons tout prendre. Biens matrimoniaux, dommages-intérêts punitifs pour détresse émotionnelle, et un procès civil distinct pour fraude financière contre Julien et Bethany. Excellent, ai-je répondu, examinant les documents d'un œil de faucon. Et l'angle médiatique, nous voulons que ce soit un spectacle public, pas pour la vanité, mais pour le levier. Julien valorise sa réputation plus que tout. La carrière de Betty entière est construite sur la perception publique. Nous les frappons là où ça fait le plus mal. Le plan était méticuleusement conçu. Une attaque à plusieurs volets, une pétition de divorce dévastatrice, une poursuite civile alléguant fraude et complot, et une fuite médiatique soigneusement orchestrée qui exposerait la duplicité de Julien et la mascarade de Betty au monde entier. Le but n'était pas seulement de gagner. C'était d'anéantir. Ils pensaient que j'étais hors de combat, ai-je dit à mon équipe, ma voix résonnant d'un pouvoir tranquille. Ils pensaient qu'ils pouvaient simplement m'effacer et réécrire mon histoire, mais je suis de retour et j'écris le dernier chapitre, et croyez-moi, ce sera un best-seller de trahison et de châtiment. Le jour est arrivé, mardi 10 septembre, le même jour où j'étais rentré chez moi, toujours meurtri, toujours fragile, mais maintenant armé d'un arsenal de preuves et d'un ardent désir de justice. Julien recevrait les documents à son bureau, un endroit où il se sentait le plus en sécurité. Bethany se réveillerait avec une myriade de notifications qui briseraient son univers en ligne soigneusement organisé. La reine du crime de Seattle n'était pas seulement réveillée. Elle était prête à déchaîner une tempête. Les documents juridiques ont été signifiés précisément à 9 heures. Un mardi, juste au moment où Julien s'installait dans son bureau d'angle chez Signap Innovation, probablement en examinant ses derniers rapports trimestriels. J'imaginais son visage, le masque soigneusement construit de calme corporatif s'effondrant alors qu'il lisait les mots « pétition de dissolution de mariage et plainte pour transfert frauduleux et complot ». Oh, pour être une mouche sur ce mur, ou mieux encore, un drone avec un flux vidéo directement dans mon salon. Une fille peut rêver. Mais le choc de Julien n'était que l'apéritif. Le plat principal était sur le point d'être servi à Bethany. Chloé, avec son incroyable capacité à naviguer dans le monde souterrain numérique, avait programmé une série de tuyaux anonymes à des sites de potins majeurs et des blogs technologiques, tous chronométrés pour tomber simultanément avec les dépôts juridiques. Le récit était simple mais dévastateur. Avocate renommée de Seattle revient d'un coma pour découvrir que la maîtresse de son mari vit dans sa maison, découvre une fraude financière massive et un complot. C'était un titre conçu pour devenir viral. Une bombe atomique sur les médias sociaux visant directement la persona en ligne soigneusement organisée de Betty. Vivian, ça arrive, a annoncé Chloé, les yeux rivés sur sa tablette, un sourire triomphant s'étendant sur son visage. Le premier article vient de tomber sur Seattle Buzz. Et Tech Insider publie un article sur les transactions offshore suspectes de Julien, le reliant à l'enquête de votre cabinet. Je me suis penché en arrière, un vrai sourire apparaissant enfin sur mes lèvres. Excellent. Laissez Internet faire ce qu'il fait le mieux, exposer l'hypocrisie et détruire des carrières. Bethany apprendra que influencer, ce n'est pas seulement avoir de jolis filtres. Il s'agit de maintenir une once de crédibilité. Et Julien découvrira que ses métriques vont bientôt tomber en territoire négatif. La beauté de ce plan, le génie vraiment américain, était son approche multidirectionnelle. Nous ne cherchions pas juste un divorce. Nous faisions des armes de tous les aspects de leur vie contre eux.
La réputation de Julien en tant que visionnaire technologique disparut, remplacée par des gros titres de malfaisants corporatifs. La marque de bien-être de Betty sur le point d'être rebrandée comme une gourou de style de vie frauduleuse. C'était une justice poétique servie avec une humiliation publique. Mon téléphone, qui était resté la plupart du temps silencieux pendant 3 mois, a soudainement explosé de notifications. Collègues, amis, même des parents éloignés, tous expriment choc, soutien et une bonne dose de schadenfreude. Vivian, j'ai toujours su que Julien était un serpent, disait un texto d'un collègue avocat. Mais ça, c'est un tout autre niveau de feu de décharge. La solidarité était réconfortante d'une manière sombrement comique. La première réaction publique est venue rapidement. Bethany, dans une tentative désespérée de contrôler le récit, a posté une story Instagram en larmes, affirmant qu'elle était victime d'un malentendu et qu'elle croyait sincèrement que Julien et Vivian étaient séparés. Internet, cependant, n'était pas convaincu. Des captures d'écran de ces posts de sanctuaire, prises dans mon salon, étaient déjà juxtaposées aux articles de presse. La section des commentaires est devenue un champ de bataille d'indignation et de ridicule. Ma fille, tu vivais dans sa maison pendant qu'elle était dans le coma. Ce n'est pas un malentendu. C'est une effraction, a plaisanté un utilisateur. Un autre a ajouté, ces moments de pleine conscience étaient en fait des moments de vie volée à quelqu'un d'autre. Julien, de manière prévisible, est resté silencieux. Son équipe de relations publiques, s'il en avait encore une, faisait probablement une crise cardiaque collective. Un homme qui se flattait du contrôle était maintenant complètement dépassé. Sa vie se déroulant sous les yeux du public comme une mauvaise émission de télé-réalité. L'ironie de lui avoir essayé de me déclarer instable pendant qu'il orchestrait cette mascarade élaborée ne m'avait pas échappé. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de reprendre mon récit. Ils avaient essayé de m'éliminer de ma propre histoire pour me dépeindre comme une figure tragique, un fantôme juridique. Mais j'étais là, bien vivante et prête à rappeler à tout le monde que j'étais la protagoniste, pas une note de bas de page. L'humour de la situation était que j'avais sous-estimé le simple cran d'une femme qui avait affronté des criminels endurcis dans les salles d'audience pendant des années. Une petite trahison conjugale et une fraude financière. Jeu d'enfant. La préparation a continué. Nous avons méticuleusement documenté chaque élément de preuve, recoupé les relevés financiers de Julien avec les habitudes de dépenses somptueuses de Betty, qui avait commodément grimpé au moment de mon accident. Nous avons trouvé des reçus pour des vêtements de designer, des traitements de spa coûteux, et même un acompte sur une voiture de luxe, tous faits au nom de Betty, mais avec des fonds traçables jusqu'aux comptes offshore de Julien. C'était une piste papier si évidente qu'elle criait littéralement coupable. Il pensait vraiment être intouchable, n'est-ce pas, a fait remarquer Claude, secouant la tête en organisant une pile de relevés bancaires. L'arrogance est stupéfiante. L'arrogance est un effet secondaire courant du privilège non contrôlé, Chloé, ai-je répondu, un sourire narquois jouant sur mes lèvres. Et c'est une faille fatale lorsque vous vous adressez à quelqu'un qui sait comment exploiter la moindre faiblesse du système. Il a construit son empire sur du code. J'ai construit le mien sur l'exposition de la faillibilité humaine. Les audiences judiciaires à venir étaient fixées, l'audience de divorce, le procès civil pour fraude. Ce serait un spectacle. Mon équipe juridique bourdonnait d'anticipation. Nous avions les preuves, le sentiment public, et une protagoniste qui n'était pas seulement une brillante avocate, mais aussi une figure lésée captivante. C'était le genre d'histoire qui captivait l'Amérique. L'outsider qui se relève, le méchant exposé, la justice rendue froidement. J'ai passé des heures à répéter mon témoignage, pas seulement pour le tribunal, mais pour les caméras dont je savais qu'elles seraient là. Chaque mot, chaque pause, chaque expression serait soigneusement calibrée. Je ne présentais pas seulement des faits. Je créais un récit, une performance qui assurerait un impact maximal et une humiliation maximale pour Julien et Bethany. Il ne s'agissait pas seulement de gagner un procès. Il s'agissait de gagner la guerre de l'opinion publique. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsqu'un des employés mécontents de Julien, enhardi par la nouvelle, a contacté anonymement mon cabinet.
Il a fourni des documents internes détaillant les pratiques commerciales contraires à l'éthique de Julian, y compris la sous-déclaration délibérée des profits et l'utilisation des fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, le tout canalisé par les mêmes comptes offshore. Il ne s'agissait pas seulement de mon argent. Il s'agissait d'une série de malversations corporatives qui allaient faire s'effondrer tout son empire. Eh bien, Julian, ai-je murmuré pour moi-même, regardant les lumières de la ville, tu voulais développer ton réseau social. Félicitations. Tu es sur le point de devenir l'homme le plus infâme de Seattle. Et Bethany, ton sanctuaire est sur le point de devenir une prison très publique de ta propre création. La scène était prête. Les acteurs étaient en place et le rideau était sur le point de se lever sur la confrontation juridique la plus épique que Seattle ait jamais connue. Ils pensaient avoir vu la dernière de Vivian Holloway. Ils étaient sur le point de la voir dans toute sa splendeur et eux dans leur plus grande vulnérabilité. La salle d'audience, une arène familière pour moi, semblait différente cette fois. Au lieu de défendre un client, j'étais celle qui orchestrait le démantèlement. Chaque siège était rempli, pas seulement de professionnels du droit, mais de journalistes, d'observateurs curieux, et même de quelques anciens adeptes de Betty venus assister de première main au désastre. Julian était assis à la table de la défense, son visage un masque soigneusement construit d'indignation, mais je pouvais voir le tremblement de ses mains. Bethany, semblant nettement moins zen que son flux Instagram ne le suggérait, était à ses côtés, ses yeux jetant des regards nerveux autour de la pièce. Ma déclaration liminaire était un chef-d'œuvre de fureur contrôlée et de précision chirurgicale. J'ai exposé le calendrier, l'accident, le coma, la décision rapide de Julian de me déclarer incapable, la clé illicite, le sanctuaire de bien-être de Betty dans ma maison, et la fraude financière méticuleusement détaillée. J'ai présenté les preuves comme un chef cuisinier chevronné présentant un repas étoilé au Michelin. Chaque plat parfaitement synchronisé, chaque saveur conçue pour choquer et impressionner. Votre honneur, ai-je conclu, ma voix résonnant d'une puissance tranquille qui commandait l'attention. Ce n'est pas juste une affaire d'infidélité conjugale. C'est un complot calculé, froidement cruel pour frauder une femme qui se battait pour sa vie, pour voler ses biens, et pour effacer sa propre identité. Monsieur Julian Sobernome Doyen et Mademoiselle Bethany Sobernome à Bethany croyaient être au-dessus de la loi. Aujourd'hui, nous prouvons qu'ils ont tort. Le premier témoin fut Chloé. Elle a témoigné avec une loyauté inébranlable, détaillant les tentatives de Julian de bloquer mon accès à mes propres dossiers médicaux, son intérêt soudain pour mon portefeuille financier, et le moment suspect de l'emménagement de Betty. Elle a même présenté des captures d'écran des posts Instagram de Betty projetés sur un grand écran, la montrant en train de méditer sur mon tapis personnalisé, de siroter du kombucha dans ma cuisine, tout cela pendant que j'étais alitée à l'hôpital. Les murmures dans la salle d'audience étaient assourdissants. L'avocat de Julian, un type lisse et trop confiant qui n'avait clairement pas anticipé la profondeur de ma préparation, a essayé de rejeter cela comme un malentendu entre conjoints. J'ai cependant eu une autre interprétation. Un malentendu, cher maître, ai-je interrompu, ma voix dégoulinant de sarcasme. Est-ce comme ça que nous appelons ça quand un mari donne les clés de la femme de son comateux à sa maîtresse et essaie ensuite de voler sa fortune? Parce qu'où je viens, nous appelons ça vol qualifié et terrorisme émotionnel. Le juge a dû rétablir l'ordre. Puis vinrent les preuves financières. Mon équipe a présenté les comptes offshore, les sociétés écrans, les frais de conseil à la parente de Betty. Les chiffres ne mentaient pas. Le visage de Julian, qui était pâle, est maintenant devenu d'une nuance de vert maladif. Il a essayé de l'expliquer comme des dépenses professionnelles légitimes. Mais l'ancien employé, notre informateur anonyme, a témoigné par liaison vidéo, détaillant comment Julian avait systématiquement détourné des fonds et gonflé les factures. Le regard sur le visage de Julian était impayable, un mélange de choc, de trahison et de défaite totale. Il avait été pris à son propre jeu, et c'était glorieux. Le témoignage de Betty fut un chef-d'œuvre d'autodestruction. Elle a essayé de maintenir son persona zen, mais sous contre-interrogatoire, sa façade soigneusement construite s'est effondrée. J'ai présenté son certificat de nutritionniste holistique, révélant qu'il provenait d'un cours en ligne à 99 $, j'ai montré ses photos de retraite exclusives, puis j'ai présenté des preuves qu'elles avaient été prises dans des parcs publics. Quand je lui ai demandé, Mademoiselle Sobernome à Bethany,
Pensiez-vous vraiment qu'il était authentique de construire votre marque sur la tragédie d'une autre femme, dans sa propre maison, pendant qu'elle se battait pour sa vie? Elle a bégayé, incapable de former une réponse cohérente. La salle d'audience a éclaté d'un murmure collectif d'indignation. Le juge, une femme sans non-sens qui avait tout vu, écoutait attentivement. Les preuves étaient accablantes. La fraude était indéniable. La trahison était palpable. Julian et Bethany étaient entrés dans une embuscade juridique, et ils ne l'avaient même pas vu venir. Ils avaient sous-estimé le pouvoir d'une femme offensée, surtout une diplômée en droit avec un instinct de tueur. Le verdict est tombé rapidement. Julian a été reconnu coupable de fraude financière massive, condamné à me payer des dommages-intérêts punitifs qui le mettraient effectivement en faillite et ferait face à une enquête pénale sur ses transactions d'entreprise. Son entreprise, Synapse Innovation, était maintenant en chute libre, ses actions s'effondrant, sa réputation en lambeaux. Bethany a été reconnue coupable de diffamation et de complicité dans la fraude. Sa marque de bien-être complètement détruite. Sa présence sur les médias sociaux, un désert de commentaires haineux et de moqueries. Elle allait me payer pendant très longtemps. Et sa carrière d'influenceuse était officiellement terminée. Mais la vraie satisfaction n'était pas seulement dans l'argent ou la victoire juridique. C'était dans le spectacle public. Julian, l'homme qui valorisait son image par-dessus tout, était maintenant un paria. Son nom synonyme de cupidité et de trahison. Bethany, la femme qui aspirait à la validation, était maintenant un conte d'avertissement. Son visage placardé sur Internet comme la petite amie ultime qui avait reçu ce qu'elle méritait. Leur chute de grâce fut rapide, brutale et absolument hilarante. Je les ai regardés quitter la salle d'audience. Julian ressemblant à un fantôme. Bethany pleurant ouvertement, son maquillage soigneusement appliqué ruisselant sur son visage. Ils évitaient le contact visuel. Leur arrogance remplacée par une humiliation abjecte. C'était un beau spectacle. Ma nouvelle normalité était glorieuse. Mon Penthouse, maintenant purifié de toute trace d'illumination spirituelle, ressemblait à nouveau à un foyer. L'odeur de bois de santal avait disparu depuis longtemps, remplacée par l'odeur fraîche et propre des fleurs fraîches, et parfois l'arôme persistant du café artisanal qu'elle insistait maintenant pour infuser. La vie, semblait-il, avait une manière particulière de se corriger, souvent avec la subtilité d'un train de marchandises. Julian Sterling, l'homme qui pensait autrefois être trop malin pour l'univers, était maintenant une étude de cas sur l'ubris. Son entreprise, Synapse Innovation, implosait plus rapidement qu'une start-up technologique avec un mauvais algorithme. L'enquête pénale, alimentée par les preuves de notre procès civil et le témoignage de son ancien employé mécontent, a conduit à des accusations de fraude et de détournement de fonds d'entreprise. Il n'était pas seulement en faillite. Il risquait une peine de prison sérieuse. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il essayait de négocier un accord de plaidoyer, offrant probablement de coder le système de menu de la cafétéria de la prison en échange d'une peine plus légère. L'ironie? Délicieuse. Il avait voulu m'effacer, mais il n'avait réussi qu'à s'effacer lui-même de la société polie et potentiellement du monde libre. Bethany, la gourou du bien-être, ne s'en est pas mieux sortie. Son empire en ligne soigneusement construit s'est effondré dans un désert numérique. Ses commentaires Instagram sont devenus un monument permanent au dédain public, un endroit où les haineux, comme elle les appelait autrefois, se rassemblaient pour la rôtir avec la férocité d'une dinde de Thanksgiving. Sa marque de bien-être était maintenant une blague, synonyme de fraude et d'hypocrisie. Le jugement civil contre elle signifiait qu'elle travaillerait pour rembourser sa dette envers moi dans un avenir prévisible, vendant probablement des huiles essentielles à des touristes peu méfiants dans une cabine de centre commercial, loin de ses sanctuaires privés imaginaires. Elle avait essayé de voler ma vie, mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est une vie entière de ridicule public et de dettes. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour être des méchants. Que Dieu les bénisse. Et moi, Vivian Holloway. J'ai émergé des décombres, non seulement intacts, mais améliorés. Le coma avait été une réinitialisation forcée, une façon brutale mais efficace de vider le désordre émotionnel. La trahison, une leçon douloureuse sur la nature humaine. J'avais toujours été doué pour mon travail, un requin dans la salle d'audience. Mais maintenant,
j'avais un nouvel avantage, un esprit plus vif, et une profonde appréciation de l'absurde. Mon cabinet prospérait, prenant des affaires plus médiatisées, souvent avec une nouvelle réputation presque légendaire pour sa cruauté. Mes collègues me regardaient avec un mélange d'admiration et de légère peur, ce qui, soyons honnêtes, était une amélioration significative par rapport à la pitié. J'ai appris que parfois l'univers vous envoie une balle courbe, ou dans mon cas, un semi-remorque, non pas pour vous briser, mais pour vous montrer de quoi vous êtes vraiment fait. Et apparemment, je suis faite d'acier, de sarcasme et d'un engagement inébranlable envers la justice poétique. J'ai aussi appris que le pardon est très surestimé, surtout quand la vengeance a un goût bien meilleur, comme un single malt parfaitement vieilli. Ma vie personnelle est plus calme. Fini les tentatives frénétiques de maintenir une vie de banlieue parfaite qui était clairement un mirage. J'ai embrassé le chaos, les imperfections. J'ai commencé un club de lecture, pas pour les gourous de l'auto-assistance, mais pour les femmes qui apprécient un bon thriller et un bon cabernet. J'ai même essayé un cours de yoga juste pour voir de quoi il s'agissait. Il s'avère que je suis toujours terrible. Mais au moins, je le fais sur mon tapis, dans mon espace, sans qu'un fraudeur n'essaie de monétiser ma souffrance. Le plus grand apprentissage, ne jamais sous-estimer une femme qui est allée en enfer et retour, surtout si elle a un diplôme en droit et une connexion Wi-Fi. On dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je dis que ce qui ne te tue pas te donne un excellent matériel pour une routine de stand-up ou, dans mon cas, une stratégie juridique dévastatrice. Je n'ai pas seulement survécu. J'ai redéfini ce que signifiait prospérer. Alors à Julian et Bethany, où qu'ils soient, j'offre cette dernière pensée. Vous m'avez appris que parfois la meilleure façon de guérir un cœur brisé est de briser quelques règles et peut-être quelques réputations en cours de route. Et ça, mes amis, c'est une leçon que je garderai toujours avec moi. Ma vie est devenue une émission de télé-réalité pour laquelle je n'ai jamais auditionné. Mais bon sang, j'ai assuré la finale.